Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la contre-soirée. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler Web3. Et pour ça, j'invite mon pote Luc, connu sur le web et dans le monde du Web3, non, sur le nom de NFT Luc. Luc, comment tu vas? Bah écoute, super, merci de l'invitation, c'est cool. Bah, je t'en prie, mec. Donc, Luc, nous, on se connaît depuis quelques années et je me rappelle que quand on a repris contact, Sarah, tu faisais déjà du biz. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves là où tu es aujourd'hui par rapport à quand on se connaissait? On entamait tous les deux des parcours très classiques. Bah, très bonne question en vrai. On s'est quitté au lycée Ouais, et bah, en fait, moi, je suis parti en classe préparatoire. À l'époque, j'étais broché armée. Je voulais partir dans l'armée, je voulais partir dans Saint-Cyr, ce genre de choses. ouais. Hem et on m'avait dit qu'en faisant une classe préparatoire, CPGE, eh bien, je pouvais tenter les concours pour accéder à Saint-Cyr, justement, et ça m'avait plutôt pas trop mal botté. J'avais fait ça, j'étais parti là-bas. Heu Hyper intéressant, j'avais adoré la prépa, pour être honnête. J'avais adoré le côté challenge, le côté, j'avais démarré, j'étais le dernier, vraiment en maths, j'avais des 2, des 3, c'était terrible, et j'ai pu bien progresser au fur et à mesure des années, pardon. Et puis in fine, j'ai pas du tout tenté le concours de Saint-Cyr, je suis parti en école de commerce, comme, 99 des personnes qui sont en prépa, et en école de commerce, je suis arrivé là-bas et je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment nul, c'était vraiment à chier. Hem, la promesse n'est pas du tout présente. Alors on s'amusait bien, moi j'ai listé, c'était une belle expérience, j'ai pu rencontrer des personnes, j'ai pu vivre des expériences assez incroyables. Mais en termes d'épanouissement intellectuel et et oui, de ça, de richesse intellectuelle, c'était vraiment le néant absolu. Et donc dès le début de la première année, je me suis vite rendu compte qu'il y allait avoir un couac, et je disais à tous mes camarades: «Dans tous les cas, moi je me tire de l'école, c'est sûr». OK. Et à l'époque, en fait, ce que j'avais en tête, c'était, créer des applications mobiles, Mmh. lancer, gagner des milliards, et puis voilà, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale. J'ai pu assez vite m'associer avec des personnes. On a pu, avoir une petite aventure au Brésil, à Bali, genre de choses, pour lancer une première application mobile qui s'appelait Greatest à l'époque. Hem Et puis de fil en aiguille, je me suis vite rendu compte que si je voulais quitter l'école de commerce dans laquelle j'étais, eh bien, il me fallait du cash. Et l'application mobile, c'est cool, mais ça générait pas de cash. Et donc du coup, je me suis lancé dans l'e-commerce. Parce que, tu t'es associé pour faire une application mobile et attends, je te coupe 2 secondes. C'était quoi la promesse de l'application? C'était quoi le la solution que vous résolviez? En fait, l'application mobile en question, c'était, une sorte d'incroyable talent, mais totalement digitalisé. OK. C'est-à-dire que, grosso modo, n'importe qui depuis sa chambre pouvait participer à un concours de chant, de danse ou que sais-je, et Hem, à la fin de ce concours, il gagnait une récompense, donc c'était de l'argent en l'occurrence. Mais le but, la grande idée, c'était de dire, bon, bah, en une semaine de concours, n'importe qui peut devenir ultra connu, à partir du moment où il a un minimum de talent, tu vois? Et cela depuis sa chambre. Là où on sait bien qu'Incroyable Talent, The Voice, ce genre de choses, eh bien, c'est extrêmement compliqué, il y a un stress de malade, c'est à la télé, en plus il y a des pré-auditions, et cetera. Tout le monde n'a pas forcément sa chance. Donc voilà, le but, c'est vraiment de digitaliser totalement ces concours Mmh. artistiques pour faire en sorte que n'importe qui, au bout d'1 semaine de concours, 2 semaines, 3 semaines, il puisse devenir connu et vivre sa vie d'artiste. OK. Et donc du coup, ensuite, donc ça t'a permis de voyager avec des associés et cetera. Et ensuite, tu es revenu et tu te dis: «Vas-y, j'ai besoin de cash», puisque l'application, elle faisait pas de cash, c'est ça? En fait, à la fin de la première année d'école, on avait une année de césure, Ouais. hem et moi, dans ma tête, je savais qu'à la fin de l'année de césure, j'allais quitter l'école. Et donc il fallait du cash, et j'avais comme obsession les 10 000 € par mois. Mmh. Bon, c'est un objectif, j'ai l'impression que tout le monde a en tête. Ouais, le fameux salaire LinkedIn. Alors non, moi, pour le Tout coup, moi, je suis vraiment pas un fan de LinkedIn. J'ai tendance en plus à détester ça, pour être honnête, donc je savais pas que c'était, mais j'ai su après pour le coup. si, si. Mais voilà, j'avais vraiment cette obsession où je m'étais dit: «OK, Mmh. il me faut 10 000 € par mois, parce que peut-être avec ces 10 000 € par mois, eh bien, je vais avoir cette autorité, cette crédibilité suffisante, Mmh. vis-à-vis de mes pairs, vis-à-vis de mes parents peut-être aussi,
de mon entourage et même pour moi, vis-à-vis de moi, quoi. Me dire: «OK, c'est bon, je suis capable et c'est pas grave si je drop out l'école et si je me tiens». Bon et du coup, j'avais déjà lancé quelques activités e-commerce un peu avant, j'avais fait quelques centaines d'euros par-ci par-là. Hem, mais là, lorsque j'ai décidé de mettre un terme, à l'application mobile, j'étais vraiment en mode, moine tibétain. Je me suis enfermé comme un malade pendant 4 mois et j'ai construit des sites e-commerce. J'ai construit 2 et c'était uniquement sur du SEO. On n'avait aucune publicité et donc du coup, c'était génial puisqu'on pouvait commencer avec, avec 0 budget, quoi. Avec 0 budget et d'ailleurs, dès le premier mois, on a dépassé les 100 € de chiffre d'affaires et donc dès le premier mois, on était rentable. Même l'abonnement Shopify, eh bien, avait été, Tu waouh, payé. était payé, quoi. Donc hyper intéressant. On a lancé ça Et en ouais. ouais, toi, ça t'a fait quoi dans ta tête quand, tu as vu qu'en fait, que tu as fait du SEO et tu as vu qu'en fait l'argent rentrait, mais alors que tu dormais grosso modo, même si c'était 100 balles, bah, en fait, tu étais voilà, tu avais bossé et hop, tu vu toi, tu avais pas eu de prestation quoi que ce soit. Ça t'a fait quoi dans ta tête? Alors, ça me suis pas arrivé la sensation que je vais expliquer, ça me suis pas arrivé à ce moment-là. Ça me suis arrivé, lors de la 1re, ma première activité, donc le premier e-commerce, ça remontait à 6 mois, 6 mois avant et Mmh. grosso modo, j'avais vendu, un item à 250 balles et la première impression, bon, c'était l'excitation, le: «Oh, c'est incroyable» et cetera. Mais surtout, en fait, hem, bizarrement, je me suis dit c'est comme si j'avais perdu goût à l'argent. Je me suis dit: Ouais. «En fait, c'est simple. En fait, bon, bah, voilà, j'ai gagné 200 balles en l'espace de quelques minutes». Hem et donc j'ai eu cette impression comme si, en fait, tout était simple et qu'on nous avait un peu menti et que c'était pas si dur, en fait, de faire de l'argent sur internet. Mmh, ça t'a Pas si dur de débloqué. faire de l'argent sur internet et j'étais, plus drivé par l'excitation de faire de «l'argent» entre guillemets parce que c'est une sorte d'accomplissement, de palier, plus que par: «OK, avec cet argent, je vais pouvoir m'acheter ça, ça, ça». Mmh mh. Et vraiment ça en mode: «OK, c'est, un premier palier qui est bon, maintenant je veux le second» et Ouais. cetera. Tu rentres dans the money game. OK, j'ai fait 200, maintenant je veux, 500, après 1000, après 4000, tac tac et tu gravis. C'est ça, ouais. OK. Et comment du coup tu es passé, de bah, du coup après tu as fait tes e-commerce pendant 4 mois dans ta chambre en mode ermite et qu'est-ce qui s'est passé justement entre, ce moment-là et le web 3? Comment tu as fait pour tomber dedans? Parce Alors, que aujourd'hui tu es un peu le GOAT, du web 3, non, non, on archi on pas, pas du on te tout. voit partout sur TikTok et tout Non, genre, non, pas du tout, pas du tout. Je suis encore un non, en vrai, je suis encore un tout petit poisson du web3 français pour l'instant. Hem, mais bon, je fais tout pour essayer de gravir un peu les échelons. Mais il s'est passé pas mal de choses, hein, puisque du coup les boutiques, les fameuses enfin les fameux e-commerce, ça a mis du temps à marcher. C'était le SEO, donc le SEO ça prend du temps et lorsque ça a commencé à marcher, ça a vraiment explosé pour le coup. Ça a mis 4 mois et après on est passé de 1 000 à 5 000, heu, 1 000, 6 000 et on avait fait 30 000 et le mois suivant 38 000 et ensuite on avait réussi à stabiliser comme ça. OK. Hem, à partir de ce moment-là, donc j'avais énormément bossé, hem, il me fallait un petit temps de pause. J'ai commencé à créer des communautés mais juste pour le fun. Mmh mh. Créer des communautés étudiantes pour commencer, donc des gars en école de commerce, les frustrés en école de commerce d'ailleurs, Ouais. les frustrés en école de commerce qui venaient. J'essayais de déjà les former un peu à l'époque sur ce que c'était réellement, le marketing, du moins ce que moi j'en avais déjà appris à l'époque, puisque voilà, en école de commerce, on est un peu à côté de la plaque à ce niveau-là. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que je prenais pas mal de plaisir en fait à créer des communautés. Non pas à former les gens, mais plus à créer des communautés en fait. Quand tu dis créer des communautés, c'est-à-dire que tu publiais sur les réseaux et les gens, s'abonnaient à toi? C'est ça? Alors non, justement, moi je différencie vachement l'audience de la communauté. OK. Avoir une audience, c'est, ce que font, absolument, tout le monde, toutes les marques, ce genre de choses, c'est, on publie du contenu, des personnes s'abonnent à nous. Mmh mh. Ensuite, des personnes peuvent réagir à nos posts, peuvent liker, à la limite peuvent nous envoyer des messages, voilà. Une communauté pour moi, c'est un ensemble de personnes
qui peuvent communiquer entre eux et qui se regroupent autour de valeurs communes, autour d'un objectif commun, autour d'une vision, et qui n'ont pas besoin de passer par le gourou ou par Mmh. l'entité supérieure pour dialoguer entre eux. Et donc pour ça, il faut une plateforme communautaire. En l'occurrence, moi à l'époque, j'étais pas mal sur les groupes Facebook. Donc je crée des groupes Facebook où les personnes dialoguaient entre eux. Ils n'avaient pas besoin que je poste quoi que ce soit pour dialoguer Mmh. entre eux. Et forcément, avec le Web3, on est passé tout chousse sur Discord. Et un peu sur Telegram aussi, même si pour l'instant, c'est pas encore vachement développé le côté communautaire sur Telegram. OK. Et du coup, ton premier pas, parce que toi, du coup, tu as été boutique qui marchait très, très bien et qui avait, entre guillemets, «plus besoin de toi», sauf si, pour des tâches, administratives mais qui se délèguent, quoi. Hem, justement, le premier pas dans le Web3, parce que du coup, toi, tu as commencé à faire des communautés d'étudiantes et cetera. C'est quand même déjà, il y a déjà un monde entre communauté étudiante et Web3. Comment tu vois, tu bondi de cette thématique étudiante, marketing, où grosso modo, tu essaies de je sentais que, bah, en vrai, tu parlais à ton toi d'avant, qui connaissait pas tout ça et pof, tu vois? C'est ce que je ressens, tu vois? Et comment tu as fait pour justement créer des communautés étudiantes à communauté, Web3? Alors en fait, en fait, ce que j'ai vite fait, c'est que, donc j'ai commencé à créer les communautés étudiantes. En parallèle de ça, j'étais freelance sur les plateformes de freelancing Mmh. et on commençait à me contacter pour voilà, de la strat marketing, en règle générale. Et puis, je me suis vite rendu compte que les personnes qui me contactaient, ils avaient besoin de créer une audience, mais surtout de créer des communautés autour des valeurs de leur marque et cetera et cetera. Et donc du coup, j'ai commencé à vraiment me spécialiser là-dedans, à essayer de deep dive un peu le sujet, à processiser certaines choses. Et puis, bon là, du coup, forcément, il y a beaucoup de temps qui passe entre-temps, hein. Ouais. Mais pour en venir directement à ta question sur la transition avec le Web3, eh bien, lors du commencement du boom des NFT, donc c'était fin 2020, début 2021, Ouais. hem, eh bien, il y a eu, je sais plus, j'avais vu des posts assez dingues de passer. On voyait des NFT hors de prix qui se vendaient déjà à plusieurs dizaines de milliers d'euros, de dollars. Et je me suis dit: «OK, il se passe un truc». J'y comprenais absolument rien. Enfin, les cryptos et tout, j'étais déjà un peu dedans avant, mais les NFT, le Web3 en règle générale, j'y comprenais rien. Donc j'ai commencé à vraiment creuser davantage le sujet. Hem, Très rapidement, donc j'étais sur les plateformes de freelancing, très rapidement, je commençais à recevoir un peu plus de missions de personnes qui voulaient vraiment développer des audiences, sur Twitter pour ensuite renvoyer sur les Discord et donc créer des communautés. Donc j'ai eu pas mal de missions comme ça. Hem, je savais même pas la 1re mission que j'ai eue comme ça, je savais même pas que c'était une mission, NFT. Je pensais que c'était juste une mission communautaire et donc j'ai mis du temps à comprendre qu'il s'agissait de NFT finalement. Hem C'est-à-dire que toi, ta mission, c'était tu devais créer des posts, tu vois? Pour ensuite rediriger vers le Discord et interagir avec le Discord pour que les gens comprennent que: «Les gars, vous pouvez y aller, ici, on est en safe place et on a les mêmes intérêts», quoi? Tu Alors, vois? j'ai fait pas mal de, différents types de missions à ce niveau-là. OK. J'ai fait des missions d'exécutant pur, Mmh. où, ma mission, c'était de gérer toute la partie acquisition vers la communauté, en passant par des stratégies, Twitter, de collab, viral aussi avec des outils assez spécifiques. Mais là où j'ai pris le plus de plaisir, c'était dans toute la partie consulting, création de Mmh. communauté et donc on était beaucoup plus sur une réflexion où, on essayait de bâtir la big idea avec le projet en question et derrière on essaie de, mettre en place toutes les briques, pour avoir cette stratégie communautaire, pour avoir finalement de l'acquisition, de l'activation, de l'engagement, de la rétention, et derrière de la monétisation, quoi. Donc OK. j'ai eu plusieurs missions, en fait. J'ai eu plusieurs missions, ça dépendait vachement des intervenants, mais de plus en plus, eh bien, je me suis vachement tourné plus vers des séances de consulting, puisque c'est là, en fait, où, je prenais le plus de plaisir intellectuel, des séances d'1 heure, pas d'une demi-heure, je sais que c'est à la mode en ce moment, mais des séances d'1 heure, qu'on répète et certaines fois des séances d'1 heure qui se transformaient en accompagnement 1 mois à la limite. Hem OK. et en fait, j'ai continué à faire tout ça jusqu'à mi-fin 2021, où grosso modo, on a commencé à s'associer avec 3 autres bonhommes pour lancer une collection de NFT OK. et donc à cette
Ouais, tu voulais dire un truc? Ouais, ouais. Avant d'aller justement sur la collection et tout, parce que ça m'intéresse beaucoup, savoir un peu tout l'envers du décor. Du coup, ce que je comprends, c'est que tu as fait de la prestation de service au début par rapport à la communauté, etc. Après, tu es très vite allé en business de consulting, finalement, quoi. Euh, tes missions, l'1 heure de consulting avec toi, ça coûtait combien? Alors mec, j'ai fait plein de tests. Alors, J'ai fait ouais. plein de tests et ce qui était assez incroyable, c'est que, hem, donc l'une de mes plateformes de freelancing que je préférais, lorsque j'en faisais beaucoup avant, c'était, Malte, que tu connais Mal. aussi. Mm. Hem et vers le milieu de l'année 2021, eh bien, j'ai eu la bonne idée et mec, personne n'avait fait ça avant, j'étais le premier sur Malte à faire ça, à mettre le mot Web3, juste à côté des compétences. Marketing Web3 par exemple, Mm. consulting Web3 et le simple fait de mettre ce mot-là, ça m'a permis immédiatement d'augmenter mon tarot et d'avoir en plus beaucoup plus de missions qui sont arrivées et donc du coup, initialement, j'avais des heures de consulting que je facturais, 90 balles par exemple, au tout Mhm. début 90 € et l'heure, du coup. 90 €, ouais et je suis vite arrivé à 400 balles. Ok. 400 balles et donc ça, c'était la fin de l'année 2021 où en fait, je me suis rendu compte que j'avais 2-3 séances de consulting par jour et que je pouvais augmenter le tarot et que j'en avais toujours Ouais. et les dernières grosses missions de consulting, c'était avec des types de Dubaï, grosso modo, où en fait, le consulting, il prenait différentes formes, hein. C'était, il prenait la forme de l'éducation, c'est-à-dire que des fois, j'éduquais les personnes à ce qu'était cet écosystème, Mhm. ce qu'était le NFT, le Web3, ce genre de truc, ou alors je leur donnais les opportunités à saisir au sein de cet écosystème, ou alors en fonction de la spécificité de l'entreprise en question, eh bien, je leur montrais différentes voies pour profiter de cette opportunité. Donc voilà et pour le coup, les gars de Dubaï, c'était vraiment de l'éducation et donc je leur montrais, je leur expliquais ce que c'était, et donc ça, ouais, c'était, l'un l'un des derniers de l'année 2021. Après, j'en ai eu d'autres. J'ai eu un peu moins de temps pendant les 2 mois de rush avec le projet NFT, j'ai dû en avoir 3-4. Bon, on peut en parler si tu veux. Bah, du coup, tu tends la perche. Comment est-ce qu'on fait pour construire un bon projet NFT? Alors en fait, le problème des NFT, du Web3, c'est qu'il y a une phrase qui est très vraie, c'est que un mois dans le Web3, c'est un an dans la vie réelle. Et donc ta question, amène une réponse qui est différente en fonction de la timeline. Est-ce que tu me poses cette question de: «OK, comment à l'époque on faisait pour réussir un projet NFT?» ou et comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour réussir un projet NFT? Comment, aujourd'hui, on fait pour réussir un projet NFT? Imagine, il y a un auditeur qui nous écoute et ça l'intéresse, le Web3 et cetera. Ça lui parle parce qu'il veut pourquoi un artiste, par exemple, qui veut créer un projet NFT. Comment est-ce qu'il fait pour bien faire, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on est dans une période assez intéressante où, on n'a plus cette hype Mmh. qui amène au FOMO et qui amène à l'achat compulsif. Heu, il y a énormément de personnes, le grand public a disparu de l'écosystème et il y a beaucoup de personnes qui sont toujours présentes, mais très souvent ce sont des puristes. Et donc aujourd'hui, comment on fait? Alors ça pourrait durer plusieurs heures, mais moi comment moi je m'y prendrais Mmh. personnellement, ce serait d'aller chercher initialement, une communauté de 10 personnes qui sont, totalement dingues du projet. Donc déjà forcément en amont, il faut bâtir le projet, l'imaginer, avoir la big idea, mettre en place donc, les stratégies d'engagement qu'on peut imaginer au sein de Discord, imaginer également les utilités des NFT si on veut leur donner des utilités, imaginer aussi pourquoi pas une certaine roadmap, enfin bref, il faut déjà avoir un truc qui soit un peu solide, de base. Mais une fois que le marketing commence, moi, ce que je ferais, c'est que j'irais à la mano et j'irais amener de force une dizaine de personnes au sein de mon Discord et j'irais créer un lien unique avec eux. Je Mmh. ferai des lives tous les jours avec eux, j'irai leur parler, j'irai leur donner de l'amour, j'irai comprendre pourquoi ils sont là, et cetera. Bref, j'irai les transformer en super fans. Mon but serait vraiment de juste les transformer en super fans. Une fois que j'aurai ces 10 personnes hyper motivées, je commencerai une stratégie Twitter un peu plus intéressante. Je commencerai à créer du contenu de manière quotidienne. Je commencerai à documenter toute ma démarche parce qu'il y a très peu finalement de projets NFT qui documentent leur démarche et leur évolution. Généralement, c'est des tweets qui sont un peu énigmatiques, ce genre de choses. Moi, je pense que j'irai à l'opposé et je documenterai, puisque le fait de documenter, ça crée du lien avec les personnes qui nous écoutent et créer du lien avec un individu, c'est la première étape pour faire en sorte que la personne nous rejoigne au sein de la communauté, reste et devienne engagée. Donc, j'irai vraiment faire ça pour le coup. J'irai grappiller et j'essaierai d'obtenir une centaine de personnes qui sont vraiment dingos du projet en question.
Donc généralement sur 300, 400, 500 personnes, tu peux en avoir voilà, une cinquantaine, soixantaine, peut-être une centaine, c'était très bon, qui sont vraiment fans de la chose. Une fois que j'aurai atteint ces 100 premières personnes, là, j'essaierai de les activer. J'essaierai d'activer ces personnes avec des stratégies de viralité, où je sais que si ces 100 personnes qui sont vraiment prêtes à tout pour le projet, s'activent, et bien derrière, je vais pouvoir toucher 10 000, 100 000, plus personnes. Hem Et c'est comme ça que j'irai construire. C'est comme ça que j'irai construire. Et puis en parallèle, forcément, je te dis, contenu quotidien et cetera, je participerai à un maximum de Twitter Space possible, un maximum, un maximum, un maximum. J'essaierai d'amener aussi, mes super fans au sein du Twitter Space avec, le logo du projet, le nom du projet dans leur nom, ce genre de choses pour avoir l'effet de groupe, Mmh. l'effet: «OK, il se passe quelque chose, est-ce que tu peux nous en dire plus?» et cetera et cetera. Et puis forcément, voilà, j'allais mettre en place les différentes stratégies du collab management pour amener des personnes et avoir de la crédibilité, choper l'autorité et la crédibilité de d'autres marques. Et j'essaierai de mettre en place, pourquoi pas de l'emailing, puisqu'il y en a très très peu dans le Web3 qui font ça, et ça peut être hyper hyper pertinent, etc., etc. Derrière, j'aurai des stratégies de rétention pour les faire revenir, des stratégies d'engagement pour faire en sorte qu'ils s'engagent, etc., etc. J'essaierai de mettre en place également des animations au sein du Discord, il y a différents types Mmh. d'animations. Et puis voilà. Et puis surtout, j'essaierai de toujours, en permanence, jauger le niveau d'engagement de ma communauté. Ça, c'est un truc que très, très peu de projets font. Ils arrivent, ils ont 100 000 personnes. Alors, aujourd'hui, ils arrivent très difficilement aux 100 000, mais il y en a plein, plein de projets que j'ai pu suivre. Ils avaient 100 000 personnes au sein de leur Discord. Ils se sont dit, c'est bon, on va sold out. Finalement, il y a eu 100 personnes qui achetaient, tu vois. Mmh. Et ils ont perdu 1 million sur la table. Wow. Parce qu'en fait, juste, personne n'a pris vraiment l'habitude de toujours toucher l'eau, goûter, enfin toucher la température de l'eau au fur et à mesure. Et ça me permettrait d'accumuler de la data. Mmh. En fonction de cette data, j'irai itérer pour soit améliorer l'activation, soit améliorer la rétention, soit améliorer l'activation, soit améliorer l'engagement. Et ça, je serais comme un putain de malade à faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Limite tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mmh. Juste- Ça Donc voilà, revient à très rapide. ah ouais, mais c'est intéressant parce que, forcément du coup on comprend aussi, que tout l'univers Web3 et tout, ça se passe sur Twitter, qui est un gros travail d'engager la communauté, d'aller chercher ses vrais fans dès le début. Et du coup, il y a plein de connotations du coup marketing qui reviennent, et d'être le plus proche de son marché et du coup de ses aussi futurs clients. Et, et ça me parle bien. Et du coup, toi, pour ton projet que tu avais fait du coup il y a 2 ans, projet NFT, Ah non. heu, 1 an? Ouais, c'était 2022, de janvier à mars 2022. OK. Comment ça se passe maintenant du coup? Comment vous êtes pris? Comment, ça en est où là, tu vois? Bah, c en fait, c'était un très, très beau projet. Enfin, si tu veux, je pourrais vraiment rentrer dans les détails, précis. C'était un très, très beau projet. Il y a eu des grosses erreurs qui ont été faites. On a eu, Mmh. une bonne partie de l'équipe qui est partie. Quand je dis OK. l'équipe, c'était les artistes. Ils ont Mmh. pris, 400 000 balles chacun et après ils se sont barrés. Alors qu'ils avaient associé le projet, alors que c'était un projet qui avait vocation d'une certaine manière artistique. Et donc si on a les 2 artistes principaux qui dégagent, bon, bah, c'est pas facile de tenir la barre, quoi. Mmh. Et donc du coup, pendant un long moment, ça a été en stand-by. Ça a été en stand-by, il y a toujours de la trésor, il y a toujours de la trésor. Hem Et avec un associé, on est en train de redémarrer la chose petit à petit. Mmh. De réengager la communauté, de pivoter différemment au niveau de la Big ID, puisqu'on ne peut plus compter sur les artistes et donc on ne peut plus avoir un projet artistique. Mmh. Hem Et donc là, on est en train de revenir petit à petit. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que, hem, là où on s'attendait à un là où on s'attendait à un torrent de haine, Mmh mh. qui était plus ou moins justifié puisque, ça a été vraiment en pause pendant quelque temps. Eh bien, on a juste eu de l'indifférence totale. De l'indifférence totale. Et c'est limite dommage, puisque la haine amène du reach. C'est triste, hein, mais voilà. Mmh, ouais. Et donc, on avait préparé une stratégie pour, enfin, quand je dis on, c'est surtout d'ailleurs mon associé qui est surtout à fond là-dessus. Il avait préparé une stratégie qui allait lui permettre, eh bien, de se protéger, on va dire, de ce taureau de haine. Et il se rend compte que finalement, voilà, il a juste pas d'attention, quoi, ce qui est la chose la plus importante qui soit. Donc, en fait, c'est assez intéressant puisque là, on a parlé de bear markets. Et donc là, on va juste reconstruire tranquillou
pivoter la Big ID. Il y a les gens de la communauté qui reviennent petit à petit, qui sont plutôt contents finalement, là, au fur et à mesure, il y a de l'attention qui est revenue. Et c'est en train de pivoter. Et pour l'instant, ça se passe, ça va, ça se passe pas trop mal. Ok, ok. Donc revenir en force dans les prochaines semaines, prochains mois sur cette idée, quoi. Voire même prochaines années, puisqu'en fait, Prochaines années. la stratégie, c'est vraiment de bâtir jusqu'au prochain bull market. Mhm. Bull market qui, si on regarde ma boule de cristal, peut peut-être arriver en 2024-2025. Ouais. Et donc voilà, ce serait plus. On a un budget à tous les cas qu'on a réussi à échelonner. Et on a échelonné ce budget sur 24 mois. Après, si le bull Ok. market arrive avant, pourquoi pas. Mais au moins, on a de quoi tenir 24 mois pour développer ce projet avec la trésor qu'on a actuellement. Ok. Parce que les NFT, ils avaient été vendus ou non, même pas les artistes, les avaient même pas construits, co-construits. Si, les NFT, ils avaient Hmm. été vendus quand même. Si, Ok. il y a eu pas mal d'argent qui ont été Ok. récoltés quand même. Mais en fait, on avait deux collections. Une collection de Genesis, Ok. qui a super bien marché. Les holders avaient réussi à gagner pas mal d'argent. Grosso modo, le NFT de Genesis, on pouvait l'avoir à 1000 balles. Et la personne qui a réussi à le vendre le plus haut, il a réussi à le vendre à 15 000 balles. Donc, très stylé. Mhm. Très, très stylé. Et puis après, la deuxième collection, la problématique, c'est que la date de lancement, eh bien, c'était le jour de déclaration de guerre Russie-Ukraine. Et Ok. donc, du coup, on a dû Hmm. décaler le lancement. Le marché commençait déjà à battre un peu de l'aile. On est décalé de 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Et puis, il y a eu quelques erreurs, des grosses erreurs au niveau de la prise de décision, à mon avis. Plus des facteurs externes que peut-être que je développerai pas ici, mais voilà, des facteurs externes un peu sombres au marché, euh, qui ont fait que on n'a pas réussi à sold out la collection principale de 7000 NFT. Donc, du coup, on a dû burn, donc brûler une partie de la collection et essayer d'avancer avec ça. La problématique, c'est que les artistes, ils pensaient partir avec 2 millions chacun. Ils sont partis avec 400 000, ce qui est pas trop dégueulasse quand même, hein, Oui, oui, ça va quand pour même. un mois et demi de boulot. Euh, et donc, du coup, ils se sont dit, ah bah non, finalement, on est freelance. On est freelance. Ciao. Ah Ciao, on ouais. est associés, quoi. Et voilà, encore une fois, un projet Et, autant tourné d'un point de vue artistique sur les artistes, c'est galère, quoi. mais il y avait pas de contrat ou après j'imagine que juridiquement le monde du Web 3 c'est un peu flou ou je sais pas si on peut appliquer des stratégies on va dire plus normales à ce genre de truc ou non vous n'avez pas fait de contrat d'associé. En fait, il n'y avait même pas de contrat, mec. C'était enfin, moi, je m'en suis pas du tout occupé, Hmm. mais je rejette pas vraiment la faute aux autres Hmm. parce que on avait un type dans l'équipe qui a un réseau de malades avec qui, enfin, si ce projet, enfin, surtout si le marché avait tenu le coup, eh bien, on aurait pu avoir des projets avec la petite fille de Hemingway, et donc, du coup, on aurait pu avoir DiCaprio qui aurait été ambassadeur du projet. On négociait avec Orlinski aussi, je sais pas si tu vois qui c'est Orlinski. Hmm. Euh, Bref, c'était vraiment incroyable. Et donc, le type, il avait un réseau de malades. Mais du coup, voilà, c'était vraiment copain-copain avec les artistes. Et c'était pas trop en mode vas-y, viens, on signe du contrat. Ouais. Première chose. Deuxième chose, l'état du marché était tel, l'euphorie était telle que, en fait, on voulait juste foncer. On voulait juste Hmm. foncer. Et je pense que l'état d'esprit, c'était en mode vas-y, on s'en fout. Vas-y, on fonce, on fonce, on fonce, on s'en fiche. Tu vois. Ce qui est une erreur. Ouais. C'est vraiment une erreur. Et voilà, si c'était à refaire, bien entendu, contrat sur contrat partout, quoi. Ouais, tu bulles. C'est ça, ouais. Mais même entre nous, les associés, on avait zéro contrat, hein. C'était vraiment pure confiance du début. Ça avait Et c'est pensé un dangereux. peu C'est à dangereux, ça. c'est quoi? C'est dangereux, en vrai, comme manière de faire. Mais c'est méga dangereux. Surtout que là, t'es pas dans une mission de freelancing à 200 balles, tu sais. Là, tu construis, tu construis vraiment un projet, quoi. Ah, de ouf. Ça, c'est ouf. Euh, je te fais un grand écart. Aujourd'hui, c'est quoi ton business? Comment tu gagnes ta vie actuellement? Alors, actuellement, je fais 3 choses Mhm. et en fait, j'ai réussi à trouver un équilibre assez intéressant, Ouais. parce que ces 3 choses me permettent de les enfin, je peux les faire sans avoir plus de travail que si j'en faisais qu'une seule. Ok. Alors, si je reviens un peu dans l'ordre, après la collection d'NFT, eh bien, Mhm. j'ai construit des agences au sein du Web3, des agences de community building, une agence de collab management aussi, et ça marchait super bien. Vraiment, le collab management, ça a explosé.
on signait des contrats à 5000 balles par projet et par mois. Et dès le lancement, on pouvait avoir 10 projets, quoi. Donc, c'était vraiment une dinguerie. D'autant plus qu'on déléguait tout le travail. Et donc, du coup, on n'avait pas grand-chose à faire. En plus, on demandait 5000 balles de fixe, mais en plus, on avait du variable. Et donc, on payait nos exécutants avec le variable et on se gardait le fixe. Donc, c'était vraiment le business model parfait où, Mmh. euh, où il y avait beaucoup de cash qui rentrait et finalement, pas beaucoup qui ressortait, pardon. Euh, Juste ouais. pour être précis, que le management, moi, ce qui est dans ce que c'est quelqu'un vient te voir pour te mettre en contact ou en relation et toi, tu le mets en contact ou alors avec la meilleure personne et toi, tu fais l'espèce de payage et tu prends ton oseille, c'est ça? En fait, c'est ça. Grosso modo, une agence de collaboration management, c'est des types qui vont te dire, OK, votre projet, vous n'avez pas de visibilité. Généralement, les publicités sur Facebook et tout, ils n'aiment pas trop les projets Web3, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, ils bloquent. Et finalement, l'une des principales sources d'acquisition aujourd'hui pour les projets Web3, c'est des partenariats avec d'autres projets Web3. La problématique, c'est que euh, c'est pas facile. C'est pas facile, ça demande beaucoup de temps. Quand on n'est pas un projet qui est bien intégré dans le marché, eh bien, personne ne veut nous parler, ce qui est logique, etc., etc. Du coup, on fait appel à des intermédiaires. Le OK. rôle de ces intermédiaires, c'est soit ils ont déjà un réseau, ils vont essayer faire de la mise en relation, soit, eh bien, ils vont faire le sale boulot à ta place, grosso modo, c'est-à-dire se prendre vent sur vent, mais pour essayer de chercher le partenaire qui va dire oui pour commencer à construire cette acquisition et pour commencer à bâtir. Grosso modo, c'est ça. Et OK. c'était hyper recherché pendant le bull market. C'est très recherché encore aujourd'hui. Et je me rends compte que c'est vraiment un business qui a beaucoup d'avenir pour le coup. Donc ouais, c'est ce que je faisais avec l'agence. Et puis au fur et à mesure, j'ai décidé de vendre mes parts donc de l'agence de Colla Management, puisque j'en avais marre. Euh, euh, et donc du coup, je me suis vraiment tourné à fond vers le community building. C'était vraiment ce que j'aimais faire et là où je pense ne pas être trop mauvais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué l'agence de community building, exécutant, etc., etc. Et au fur et à mesure, j'ai basculé sur un modèle de consulting community building high tickets. OK. Et donc du coup, ça me permet d'avoir très peu de clients, de faire un travail intellectuel qui est super intéressant, puisque le consulting, c'est top, je kiffe. D'être en permanence, de naviguer en permanence au sein du Web3, Mmh. hem et de prendre des tickets qui sont, très intéressants, quoi. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai créé ma propre communauté. Pourquoi? Parce que de un, je kiffe, de 2, ça me donne, de la crédibilité et de l'autorité, en plus de celles que j'ai pu accumuler sur les différents, contrats que j'ai pu avoir avant ou même de celles que j'ai pu accumuler grâce à mon projet NFT. Bon, ça fait un truc de plus, quoi. Donc je crée ma propre communauté, pardon. Et ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaye de les former à ce que j'appelle les business Web3. En fait, c'est toutes les activités que l'on va pouvoir faire au sein de l'écosystème qui ne concernent pas l'investissement, mais où on va pouvoir gagner pas mal d'argent. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué en lançant les agences et en lançant la collection de NFT, c'est que les vrais gagnants dans l'histoire, c'est pas ceux qui achètent les NFT, foncièrement. C'est avec Mmh. les personnes qui lancent les NFT. C'est avec les personnes qui vont aider. C'est avec tous les intermédiaires, en fait. Et donc, toutes les personnes qui aujourd'hui créent des business Web3 arrivent enfin, deviennent les intermédiaires et c'est par là que l'argent passe. Il y a une citation que tout le monde connaît, c'est pendant la ruée vers l'or, les vrais gagnants, c'était ceux qui vendaient les pioches. Bah, c'est exactement ça, tu vois. Je Et je me pensais à suis ça rendu aussi. compte avec les agences et notamment avec le Colla Management, avec l'agence de Colla Management, j'ai eu une révélation, je me suis dit, mais en fait, personne, du moins en France, et même d'ailleurs dans le monde, j'en voyais pas beaucoup à l'époque, hein. Là, il y en a de plus en plus, mais en France, personne à l'époque parlait de business Web3. Je me suis dit, mais en fait, c'est dingue, puisque s'il y a vraiment une source d'argent, entre guillemets, facile, puisqu'il y a énormément de demandes, il n'y a personne qui s'est réellement spécialisé là-dedans. Bon, bah, c'est les business Web3. C'est toutes les personnes qui vont proposer soit une prestation de service, soit autre chose. Il peut y avoir, donc ça peut être soit de la prestation de service, soit de l'influence Web3. L'influence Web3, ça a été la ruée vers l'or pour les personnes qui s'étaient bien positionnées. Je sais pas si je sais pas si tu un peu suivi, mais il y a un compte Instagram qui s'appelait NFT. Le premier compte Instagram, NFT validé. Ouais, Euh, Ce compte, il générait en 2021-2022 entre 1 et 1,5 million de dollars par semaine. c'est Par incroyable. semaine. Et en fait, il s'était lancé en 2019. 2019-2020. Et en fait, c'est incroyable, puisqu'à l'époque, tout le monde se fichait d'eux. Les NFT, on s'en fichait, quoi. Et bull market, 1 à 2 millions de dollars par semaine. Un truc de malade. Donc voilà, il y a plein de types de business Web3 qu'on peut lancer comme ça. Il y a du ghostwriting, il y a du community building extrêmement important. Community building, le consulting, hein, enfin, on me proposait des trucs de dingue, quoi. Des tarots de fou.
Hem, Bon, donc c'est voilà. c'est style combien? Parce que du coup, community building, c'est ce que tu faisais aussi à un moment donné dans tes premières consultations où tu étais à 100 à 90 € l'heure, après tu étais monté à 400. Heu, Aujourd'hui, on te propose combien? Bah, en fait, ça dépend vachement, mec. Ça dépend vachement, là, j'ai signé un gros contrat assez récemment. Hem, j'ai pas dit le montant au sein de la communauté, mais grosso modo, là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment signer de fidéliser les personnes. C'est-à-dire signer des contrats sur Mmh mh. plusieurs mois. Hem, mais grosso modo, ce qu'on me proposait, quand on venait me voir, c'était en mode, 10 K pour un mois de consulting. Et le consulting, ça va être, 2-3 appels par semaine d'1 heure, Mmh. sur la thématique. Heu, donc en vrai, c'est incroyable. Mmh. C'est assez dingue puisque tu es payé pour donner des idées et ça te prend 3 heures par semaine. C'est assez dingue. Et là, du coup, j'ai signé assez récemment mon plus gros contrat de consulting de, community building. Bon, je ne donnerai peut-être pas le montant là, mais c'était, bah, très intéressant, quoi. C'est là où je me rends compte qu'à partir du moment où on se positionne bien, à partir du moment où on crée de la crédibilité, de l'autorité, comme ce que j'essaie de faire en ce moment d'ailleurs avec le personnage d'NFT Luc, eh Ouais. bien, tu peux pricer beaucoup plus cher. Et c'est pour ça qu'initialement, je te disais que voilà, j'ai 3 activités, Mmh. je vais te détailler la troisième juste après, où finalement les 3 me prend à peu près le même temps de travail, puisqu'en fait, en créant du contenu sur les réseaux, sur le Web3, à la fois j'alimente le business NFT Luc, donc c'est le business où je vais former les personnes à lancer des business au sein du Web3. Euh, mais en plus de ça, j'alimente bien, ma crédibilité, mon autorité et mon acquisition de manière indirecte sur l'agence, le consulting de community building. Hem et en plus de ça, en fait, là, le petit nouveau qui s'est glissé il y a pas si longtemps, c'est de l'influence Web3. Puisque je commence à avoir une petite communauté, des personnes qui me font confiance, une liste email intéressante et donc du coup, il y a des boîtes qui viennent me voir et qui me proposent un ticket et des fois, c'est des tickets hyper intéressants pour faire la promotion de boîtes Web3. Et en fait, je me rends compte que si en ce moment, on me propose, par exemple, 1 500 balles pour faire 4 vidéos TikTok qui me prennent une demi heure à faire, et ça par mois, tous les mois, donc ça fait grosso modo 1 500 balles pour 2 heures et demie de travail. Hem, si on me propose ça maintenant, en période de bull market, si j'ai, 2, 3, 4, 5, 10 fois plus une audience 10 fois plus grande, ça va être incroyable. Les billets à se faire vont être Mmh. incroyables. Donc moi, ce que je pense, c'est que, dans le bull market, ce qui va rapporter le plus de thunes parmi ces 3 business, ça va être l'influence Web3, ça va être, le consulting high ticket puisque je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a des gros gars au sein de l'écosystème en ce moment, enfin, de l'ordre du dernier bull, qui se sont pris des 5-10 millions de com en tout, si on comptabilise tout leur consulting. Hem, alors que personne connaît leur tête, juste grâce à du consulting et ça, c'est incroyable. J'en ai interviewé quelques-unes d'ailleurs, sur ma chaîne, mais c'est vraiment assez dingue et puis derrière forcément, je pense que ça peut être aussi un très bon business. Ce que je construis en ce moment avec, NFT Luc, à mon avis, ça va prendre aussi, de l'ampleur, mais honnêtement, je suis vraiment très honnête, je pense vraiment que, prendre des parts dans des beaux projets Mmh. lors du prochain bull, plus si ma communauté elle grossit, si mon audience grossit, prendre des billets pour faire la promotion de bons projets Web3, ça va être juste dingue. Et là, ce que j'essaie de faire aussi en ce moment, tu as l'exclu d'ailleurs, c'est j'essaie de bâtir de la tech au sein de Web3. Et donc du coup, OK. on est en train de monter une équipe avec un produit assez spécifique et du coup, on bâtit. On bâtit pour aussi être présent, au sein de l'écosystème, lors du prochain bowl. Puisque là encore, on sait tous que voilà, c'est vraiment le moment où des technos peuvent vraiment, surgir de nulle part, quoi. OK. Tu es un multicasquette. Bah, en vrai, moi je considère que je fais surtout un seul taf, ça va être dans Mmh. tout le côté création de contenu et tout, puisque après, le taf principal, c'est la création de contenu et après il y a des business models différents. Je vois vraiment ça Ouais. différent. Voilà. Donc finalement ça me prend pas trop de temps. Derrière, bon, bah, voilà, j'ai ça et de la tech, je considère. Mais c'est méga intéressant parce que ça prouve aussi, par ce que tu fais que en faisant une chose qui est du coup la création de contenu, toi tu publies sur quel contenu toi d'ailleurs? TikTok? Il y en a d'autres? Ouais, mec, je suis partout là. Je suis je suis partout, je suis partout. Je suis sur TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, email aussi, voilà. Email, ouais, ouais, email, tu email. Telegram, c'est on prend ça comme un réseau social? Ou, comme une sorte de
Tu sais, d'autres formes d'emailing, tu sais? Parce qu'il y a un truc à l'entrée. Tu peux pas te faire connaître par Telegram, si? Alors, il y a des personnes qui se font connaître que par Telegram parce qu'ils OK. arrivent à faire des collabs Ah, entre mmh. des channels. Hem, En fait, ça dépend. Tu peux voir ça comme une liste email, c'est Ouais, possible. mmh. Moi, j'ai plus vocation à voir ça comme, non pas une communauté, puisque ma communauté, c'est vraiment une communauté Discord avec les personnes qui payent. Mmh. Je vois plus ça comme une audience où les personnes peuvent interagir, puisqu'il y a OK. les commentaires qui sont ouverts, et cetera, et cetera. Et puis ce que j'aime bien avec Telegram, c'est que, tu peux balancer des audios, tu peux Ouais. raconter ta vie, tu peux créer un lien plus fort, tu peux, envoyer des insights, tu peux envoyer des trucs gratos et je pense que Telegram est un outil super intéressant, à partir du moment où on veut Mmh. vraiment développer un lien unique avec son audience. Ouais, je suis assez d'accord, ça fait un peu, hem, un peu comme une contre-soirée, quoi. Il y a tout le monde, et beh, ceux qui sont dans la cuisine, bah, ils discutent, ils sont machin, ils sont entre eux et voilà. Mais oui, OK, parce qu'en fait, comme c'était dans les réseaux sociaux, je pensais qu'on pouvait se faire connaître en créant du contenu directement sur Telegram, mais non, ça fait comme un péage, tac, les gens rentrent dans le canal, on parle et voilà, quoi. Oui, on peut créer du contenu sur Telegram, hein. Oui, mais on peut pas se faire connaître pour ça, faut qu'ils soient déjà rentrés avant, c'est ça? Le mieux, ouais, c'est d'avoir ta Mmh. plateforme d'acquisition publique et tu les renvoies vers la plateforme privée, quoi. Ouais, Mmh. c'est ça. OK. Et toi, du coup, c'est quoi ta journée, idéale pour gérer? Parce que tu es partout. En vrai, tu es quasiment partout sauf, LinkedIn. Tu avais j'ai plus en mémoire, tu pas dit LinkedIn? Parce que tu fais J'ai quelques posts? j'ai un LinkedIn, si, je fais quelques posts pour promouvoir, les vidéos YouTube, Mmh. pour le coup, Mmh mh. mais LinkedIn, je suis pas fan. Alors, je pense que c'est une erreur, mais parce qu'en vrai, je pourrais très facilement recycler certains emails, Pas grave. certains posts Twitter, même certains TikTok. Le script, je peux l'envoyer direct, tu vois? Donc je pense que ça me demanderait pas trop de travail supplémentaire. Il n'empêche que, je suis quand même assez allergique à LinkedIn, pour l'instant. J'ai vu trop de personnes raconter leur vie, et dire Mmh. n'importe quoi, trop de personnes s'inventer des vies et tout. J'ai vu des trucs de malades où je voyais des startups qui montraient 2 logos identiques. Ils avaient dépensé 40 000 balles, 4 semaines dessus, enfin des trucs de ouf et en fait, je me dis qu'ils sont sur une autre planète et des fois je me retrouve mieux dans le petit écosystème d'entrepreneurs un peu bourrins qui sont pas là forcément pour le prestige, tu vois? Je Ouais. sais pas, je pense que c'est très, tribal comme approche, mais pour l'instant LinkedIn, je m'y retrouve pas trop. Peut-être qu'un jour je vais y succomber, peut-être. Ouais. D'ailleurs avec ma tech, peut-être que j'en aurais, besoin, hein. Ah, mais je suis assez d'accord. Moi, justement, j'ai fait aussi une allergique un peu à LinkedIn et en fait, maintenant, pour publier mes posts, je n'ai plus besoin, d'aller sur LinkedIn pour publier mes posts. Donc moi, j'ai un truc où sur Notion, si tu veux, ça envoie directement sur LinkedIn. Tu vois? Comme ça, moi, je suis plus là en tant que créateur, je publie mes trucs et tu vois, je vais pas regarder ce qui se fait, quoi. Ou très rarement, mais tu vois, je vais pas chercher des gens tu vois, j'ai un feed. Maintenant, j'ai réussi à l'avoir très qualifié. Ce qui fait que maintenant, tu vois, quand je regarde, ça m'intéresse toujours et voilà, quoi. OK, ouais. OK, Tu vois OK. ce que je veux dire? OK. Luc, je t'ai préparé quelques petites questions. Ça roule. Bah, du coup, j'ai pas répondu à ta Ah! ton autre question juste avant, mais Ah mince, vas-y, c'était quoi? Je sais plus. Pour moi, tu l'avais. la journée type. Ah oui, la journée type. Excuse-moi, pardon, pardon. Effectivement. Mais si tu veux, on passe, hein. Ah non, non, mais carrément, carrément, non, mais carrément, carrément. Genre, de toute façon, on aura le temps parce qu'en fait, je regarde l'heure, je surveille parce que je sais que tu as donné une tranche horaire. Mais comment tu fais, oui, pour t'organiser? Est-ce que toi, tu es tout seul ou tu as une équipe dédiée à tes contenus? Enfin, qui t'aide, un peu? Alors là, je commence à recruter. J'ai mis du temps avant de recruter, mais là, je commence. J'ai 2 monteurs qui m'aident. OK. Et j'ai un gars qui m'aide, de plus en plus sur, les emails. J'ai un gars sur mes thumbnails. J'ai délégué toute la comptabilité aussi. Ouais. Là, c'est le premier truc que tu as fait, non? Ouais, même pas en fait, même pas, même Ah ouais? pas. Donc déjà, ça m'aide pas mal. Et puis sinon, ma journée type, bah, ça dépend, mec. Généralement, ce que je fais en ce moment là depuis 2 semaines et demie, 3 semaines du coup, Mmh. c'est, je me lève à 5 heures du mat OK. et je commence avec une tâche simple. Bizarrement, la tâche simple pour moi, c'est scripter mon TikTok et le tourner. Enfin, c'est un truc que je fais rapidement, ça me permet aussi de
de bouger un peu, donc c'est cool. Et puis après, j'enchaîne tâche sur tâche, c'est-à-dire, généralement, j'écris un thread sur Twitter, donc je prépare le thread. Euh, Ce que je fais, c'est que je fais aussi des tâches profondes, par exemple, le script d'une vidéo YouTube ou le tournage d'une vidéo YouTube. Ça va être aussi retravailler une page de vente. Euh, Ça va être optimiser le tunnel. Je suis vraiment un obsédé pour le coup. Euh, je fais vraiment une obsession sur tout ce qui va être, ok. En fait, j'écris un tunnel par, euh, par tunnel par source Mmh. d'acquisition, pardon. Et donc, du coup, ce qui est rigolo, c'est que plusieurs tunnels vont pas avoir les mêmes résultats en fonction de la source d'acquisition. Donc, du coup, à chaque fois, je regarde, j'itère, et puis à chaque fois, je suis là, je me demande toujours, ok, où est-ce que ça coince dans le business, comment je peux l'optimiser, ok, c'est à cette étape, donc il faut que je fasse ça. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'en fonction de là où on se trouve, bah, c'est un cycle. Des fois, ça va être l'acquisition qui a pêché, des fois, ça va être la conversion, des fois, ça va être l'engagement au sein de mon Discord qui a pêché, etc., etc. Et donc, à chaque fois, voilà, il y a des tâches comme ça, et à chaque fois, je me fais une checklist pour me dire, OK, il y a ça, c'est ça qui va pas. Euh, Quelle tâche je peux faire pour optimiser ça? Et j'essaie vraiment de répéter comme ça. Après, donc ça va être tout pour tout le business, création de contenu, NFT, Luc et tout. Après, ce que je fais, c'est que en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller toujours au sport vers 10h30. Comme ça, à 11h30, j'ai fini le sport et normalement, ma journée, elle est bien avancée. L'après-midi, je prends tous les calls, j'en ai une tonne. Consulting avec l'agence notamment. Coaching que je fais aussi au sein de Mercenaires, appel avec les futurs clients pour en tant qu'influenceur Web3, tu vois, Ouais. euh, etc., etc. Et, euh, et voilà. Et après vers 18h, je suis bien KO. Et généralement, j'essaye de me coucher vers 21h30, 21h, 21h30. Ouais. Pour avoir quand même ton temps de sommeil. C'est ça, les 8 heures. Parce que sinon, il y a moyen d'être bien claqué au bout de 2 semaines, quoi, avec un rythme comme ça. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas si compliqué de se lever à 5h du mat, à partir Mmh. du moment où tu as tes 8 heures de sommeil. Euh, Oui, c'est ça. un truc que j'ai remarqué, c'est que donc je me lève à 5h du mat depuis 3 semaines pour l'instant. Et initialement, j'étais hyper productif, une machine, vraiment un truc de dingue. Et puis au fur et à mesure, j'ai juste commencé à décaler mes journées. C'est-à-dire que, en fait, je faisais les mêmes journées, j'étais aussi productif avec une journée où je commençais à 8h, 9h et où je finissais à 23h qu'une journée où je commençais à 5h du mat. Puisque initialement, j'étais ultra focus dans mes tâches, pas de réseau, rien, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me permettre de bosser sur mon canapé. J'ai commencé à me permettre, à m'autoriser d'ouvrir les réseaux le matin, genre de truc, donc que des conneries. Et donc, du coup, ça devient de moins en moins efficace. Et donc là, je suis en Mmh. train de remettre en question pour savoir si, OK, est-ce qu'il faut que je continue sur ce rythme ou est-ce qu'il faut que je le challenge un peu plus pour, pour être plus productif, quoi. Je sais pas. Donc, à voir. Ouais, bah, moi, j'avais fait un truc, parce que j'avais eu ma période aussi, lève tôt. Je me levais à 4h30, ça a duré 3 mois. 4h30 et en fait, je démarrais directement par une course, à jeun, tu vois, direct. Là, c'est quelque chose que je reprends et qui me fait vraiment beaucoup de bien, parce que je me sens beaucoup plus, focus, beaucoup plus là et présent, et je boucle les tâches beaucoup plus rapidement, quoi. Enfin, si je devais donner une estimation, je pense que je boucle tout 20% plus vite que ce que j'aurais fait avant. Je vois vraiment la différence. Et ce que j'ai mis en place, bah, c'est un truc tout con qu'on connaît tous quand on s'intéresse un peu aux jeux de productivité, c'est le Pomodoro. Parce que tu vois, je me suis dit que moi, 1 heure devant l'ordi, tac, enfin, c'est pas possible. Enfin, tu vois, je peux pas durer des journées comme ça. Alors que si je fais du 25-5, là, je te claque 6 heures de travail sans bouger, facile, quoi. Donc, Ce que je faisais avant, mmh, c'était des séances de deep work, 40 minutes, 5 minutes. Mais, mais tu as raison. Tu as raison, je vais essayer de. Ça fait quelques temps que je suis plus trop dans cette optique-là, mais je pense que je vais m'y remettre. Tu as raison, ouais, de mmh. ouf. Bah, moi, je m'étais dit: «Vas-y, c'est de la merde et tout», mais en vrai, c'est parce qu'en fait, c'est juste assez pour c'est mon impression, en tout cas, ça me correspond à moi, je le remarque. C'est que 25 minutes, ça te laisse assez de temps pour avancer, pour rentrer dans ton deep et cetera. Mais comme en fait, tu as les 5 minutes et en fait, quoi qu'il se passe, tu prends tes 5 minutes de pause, bah, en fait, tu es un peu frustré, du coup, tu as envie de recommencer. Ce qui fait que quand tu reviens et tu rebalances encore plus la sauce, tu vois? Et en fait, c'est que comme ça. Et du coup, bah, moi, enfin, en tout cas, moi, pour moi, ça marche. Il y en a, je sais, qui aiment bien le 50-10, 50 minutes de work, 10 minutes de pause, quoi. Mais je trouve que 10 minutes de pause, personnellement, c'est trop long. Tu peux trop vite décrocher, et voilà, 5 minutes, c'est très bien. C'est pour ça que je suis parti sur ce format-là. Donc, bah, Ok, écoute, tu essaieras, tu me diras. de ouf, carrément. Ouais.
Carrément, carrément. Donc Luc, du coup, comme je disais, j'ai quelques questions. Hem, j'ai des questions, Mmh. c'est ce que j'appelle, la phase «ça reste entre nous». Donc c'est des questions, bah, qui vont nous envoyer un peu autre part. Sauf que là, je vois le temps qui passe, donc je sais qu'on n'aura pas le temps de faire les 6 questions plus les dernières questions de fin de podcast. Donc tu en as 6. Donc je vais te demander d'en choisir, on va peut-être en faire 2 ou 3, on verra en fonction du temps, comment ça tourne, et Pas de de souci. choisir un chiffre entre 1 et 6. Et je serai la main innocente, qui lira le post, et promis, je tricherai pas. OK, 2 alors. Alors 2. Alors la question, c'est: quel objectif personnel as-tu abandonné, et pourquoi? Ah, c'est une bonne question. Je pensais que tu allais me poser, quel objectif personnel tu as? Quel objectif personnel est-ce que j'ai abandonné? Mmh. Bah, aucun, hein. En fait, il y a des objectifs que j'ai retardés. Il y a des choses où je me suis dit: «OK, bon, c'est peut-être pas pour maintenant, je vais attendre». Des trucs, mais mais je sais pas, justement, je me dis que si j'ai abandonné certains objectifs, j'allais vivre dans le regret, et ça, c'est ma grande peur. J'ai Mmh. très, très peur de vivre dans le regret. Or, je sais que je peux pas tout faire, surtout que voilà, je bosse beaucoup, donc il y a forcément des choses que je peux pas faire. Donc je me dis que je vais le faire plus tard. Alors c'est peut-être une stratégie pour juste reporter à demain quelque chose, mais je pense qu'il faut faire des choix, et que tant que tu avances en étant bien, ça prouve que voilà, tu es censé bien faire le choix. Si tu fais un choix et que tu es mal pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être que ce que tu as remis à le lendemain, finalement, c'est la chose qu'il faut faire maintenant, quoi. Moi, je me dis que là, j'ai des objectifs, sur le court moyen terme, je veux dire dans les 5 prochaines années. Je vais essayer de les atteindre, et si j'arrive à les atteindre, eh bien, je vais pouvoir du coup, m'occuper de ces objectifs, pardon, que j'ai décalés. Mais non, j'ai pas vraiment d'objectifs que j'ai abandonnés, sinon. Mmh. Ouais, tu l'as pas donné, tu les as juste remis sur ton schéma temporel. Tu dis: «Ah OK, au lieu de le faire, je sais pas, j'ai une bêtise, à 22 ans, je le ferai plutôt à 30, quoi». C'est ça, ouais. Mmh. C'est ça. Ça serait quoi l'objectif, le plus proche, du coup, que tu as décalé? Je suis curieux. Hem, faire la musique. Faire la musique. Alors moi, OK. j'étais chanteur de base pendant OK. pendant longtemps. J'ai fait beaucoup, beaucoup de chant. J'ai fait aussi du piano, et je m'épanouissais pas mal dans cette activité, pour être honnête, et j'aimerais bien reprendre. OK. J'aime bien reprendre, mais à un bon niveau, faire des scènes, ce genre de choses. Donc OK. voilà, je pense que pour l'instant, c'est pas trop la roadmap du moment, mais j'aimerais bien un jour y revenir, ouais. Ouais, ça fait écho avec, j'avais entendu ça de la part de, la première fois que j'ai entendu ça, c'est de la part d'Elliot Meunier, je sais pas si tu vois qui c'est? Je vois, ouais. Tu sais, il parle de phase de vie, et en fait, c'est un peu comme si tu avais programmé tes phases de vie. Là, tu es dans une phase très Web3, très, paf, paf, on y va, tu vois? Et du coup, peut-être que, bah, ouais, tu redécales un peu en mode, bah, là, il y aura plutôt une autre phase de vie plus, orientée artiste, si on peut dire, quoi. Mais OK. Non, c'est intéressant. Hem, Bah, du coup, il t'en reste, je te propose qu'on en refasse une autre, et après on entendra sur les questions de fin de podcast. Donc tu peux choisir un autre numéro entre 1 et 6, sauf le 2. Bah, c'est parti pour le 6 alors. OK. De quel ancien trait de caractère as-tu réussi à te débarrasser? Si tu t'en es débarrassé d'un. Alors, il y a un trait de caractère que j'essaye de supprimer, donc je pense que je l'ai pas encore, je m'en suis pas encore débarrassé, mais j'essaye de le supprimer. C'est, hem, l'absence, enfin, je suis pas quelqu'un de perfectionniste. Alors, il y en a pour qui c'est un défaut, blablabla. Moi, au contraire, je pense que je suis le profil, des personnes qui foncent. Je Mmh. fonce, j'essaie d'être vraiment hyper rapide dans l'exécution. La problématique, c'est que lorsque je fonce, c'est rarement parfait. Généralement, je fonce et je fais un brouillon. C'est top puisque ma méthode, c'est je fonce, je fais un truc qui est brouillon, et hop, après j'itère. Je regarde l'état, j'itère. Mais je pense que c'est aussi problématique puisque du coup, déjà pour tous les business, ça marche pas. Des Mmh. fois, tu peux pas être brouillon, même au début, c'est impossible. Et puis le fait d'être trop dans cette logique de: «On s'en fiche, on verra plus tard, on va améliorer plus tard», eh bien, c'est un peu la solution de facilité. On se donne des excuses pour ne pas aller au top niveau, pour pas vraiment faire attention aux détails et tout.
Donc ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est à moi, c'est de combiner les 2. Donc Mmh. garder cette logique d'être rapide, puisque ça, je déteste les personnes qui réfléchissent 10 ans et qui, voilà, qui passent à l'action, bah, jamais. Donc ça vraiment je garde, c'est vraiment mon trait de caractère je pense. Mais, j'essaye à chaque fois de monter d'un niveau, au niveau de mon exécution, de la qualité de mon exécution plutôt. Donc voilà, je pense que j'ai bien progressé depuis, 2 ans, 3 ans, mais je pense que j'ai encore pas mal de marge de manœuvre à ce niveau-là. D'ailleurs, Ouais. ce qui est assez intéressant, c'est que plus je progresse, hem, plus je deviens allergique au travail bâclé des autres. Heu, OK, oui, oui. donc ça, c'est intéressant, ouais. Ouais, tu vois ta part quand tu vois ta part d'ombre un peu chez les autres, tu fais: «Ouh là là!» De ouf, totalement, ouais. Mmh. Ah bah, je vois, ouais, le but, c'est de faire le travail vite parce que, je sais plus d'où ça sort cette phrase de «Money is attracted by speed», tu sais? Hem, mais OK, tu fais ton brouillon, mais est-ce que c'est le brouillon, le plus parfait que tu puisses faire dans la courte période, quoi? Parce que je suis d'accord avec toi, c'est trop facile on peut dire: «Non, vas-y, on fait ça et on fonce et on itère parce qu'on est des entrepreneurs, tac, tac», tu vois? Mais en fait, tu fais juste du travail bâclé et il y a quand même une nuance entre les 2. Je suis d'accord. Après, en fait, le tout va jouer dans la vitesse d'itération. Ouais. C'est-à-dire que si tu itères, tous les jours, bon, bah, ça va, la période de friction, elle passe, tu vois? Mais même dans tous les cas, voilà, je commençais à en avoir marre de me dire que c'était un travail bâclé et maintenant j'essaie vraiment d'augmenter le niveau à chaque fois à ce niveau-là. Mmh mh. Ouais, je pense que, on peut reconnaître un bon brouillon, on va dire, parce que je vais pas dire un bon travail bâclé, parce qu'il y aurait un paradoxe dans la phrase, quoi. On peut reconnaître un bon brouillon dans le sens où, OK, je donne un exemple, on va faire un brouillon, TikTok parce qu'il faut publier un TikTok, par exemple, je dis une bêtise, ou une page de vente ou quoi que ce soit. Bah, si la page de vente ou le TikTok, bah, tu le regarderais pas à la fin, bah, en fait, ça sert à rien de le sortir. Donc alors que bon, si, je sais pas, la police, du texte que tu mets sur TikTok ou, le design de la page, il y a pas les bonnes photos ou machin, bon, c'est pas très grave, ça dérange pas, le truc est quand même un minimum quali, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais, Mmh. totalement. OK, top. Bah, merci de tes réponses, à mes questions. Hem, J'en ai encore quelques-unes, j'en ai 3 dernières et beh, ça clôturera ce podcast, si tu chaud. Pas de souci, avec plaisir. Alors moi, j'aime bien, ranker, donc tu me donnes des notes, de 1 à 10 sur 3 thématiques. Ça va être ça les 3 dernières questions et après, bah, tu peux te justifier et cetera, il y a aucun souci. Hem, non, on va commencer par ton niveau de bonheur aujourd'hui. Par contre, parce que c'est déjà arrivé dans le premier podcast, tu as pas le droit de me dire 7. Pourquoi? Parce que c'est trop, tu vois, en 7, c'est le juste milieu, alors qu'un 6 et un 8, c'est pas la même chose, tu vois? OK, je vois, je vois. Intéressant, très intéressant comme question. Bah, écoute, mon niveau de bonheur, il s'est vachement amélioré depuis quelque temps. Mmh mh. À partir du moment où j'ai réussi à trouver mon équilibre et à partir du moment où j'ai compris ce qui était bon pour moi, et comment je pouvais me rapprocher de ce qui était bon pour moi. Pour moi, tout est une question d'équilibre. Donc en fait, ça m'aide beaucoup puisque j'aurais bien dit 7. J'aurais bien dit 7. En fait, c'est une notion qui me passionne, le bonheur, puisque je pense que, c'est un fantasme que, hem, c'est un fantasme que personne n'arrive vraiment à saisir. C'est-à-dire que on s'imagine que telle ou telle personne avec tel ou tel, style de vie, quel que soit le style de vie, peut toucher le bonheur, alors que certaines fois, ils sont très malheureux et inversement, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez personnel et je pense que c'est plus une question de phase et une question d'équilibre qu'une question de bonheur. Mmh. Après, pour répondre vraiment à ta question, je sais pas, je te dirais, en vrai, je te dirais 8 en ce moment. Je te dirais Trop 8, bien. mais voilà, je t'aurais bien dit 7 quand même. Je t'aurais bien dit Ouais. 7 parce que 8, je pense que ce qui me manque un peu en ce moment, c'est le côté, vraiment plus sociable. Je sors, je vois du monde et tout, mais je pense qu'avec un niveau de sociabilité et de sortie plus élevé, d'expérience de vie plus élevé, eh bien, je pense que ça pourrait être, Mmh. on aurait un solide 8, un très solide OK. 8. Je je t'accorde le 7,5 alors. Top, top, Mais, top. j'aimerais juste revenir, sur la notion de bonheur que tu disais, parce que je suis tout à fait aligné avec toi. Le fait qu'on recherche le bonheur et que non, quoi. Je pense que parce que c'est comme,
si le bonheur est un objectif, bah, en fait, une fois que tu atteins le trophée ou tu sais, t'as de la dopamine et tout, donc tu te sens un peu en extase, en mode ouais, putain, là, je suis heureux. Bah, en fait, une fois que tu l'as plus, bah, en fait, soit tu t'y habitues, soit tu rechutes. C'est d'ailleurs le problème des toxicos. Euh, et pour ça, je pense que le bonheur, c'est d'avoir des objectifs, tu sais. Et j'ai écouté l'interview qu'avait fait David Laroche avec Patrick, et je n'écorcherai pas son nom, mais c'est le coach de Serena Williams. D'ailleurs, il s'appelle Le Coach, c'est le gars, paf. Et en fait, ce qu'il disait par rapport à Serena, et c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de champions, c'est que dès qu'il gagne un titre, il le balance. Serena, c'était direct à la poubelle. Genre, elle avait gagné le Grand Chelem, elle le foutait à la poubelle parce qu'en fait, ok, on l'a eu, mais tu vois, maintenant, le prochain objectif, c'est quoi? Et tu vois, du coup, ça te permet de toujours être dans le même état d'esprit et d'avancer, etc. Euh, OK, ouais. ce que je veux dire, pour moi, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au bonheur. Je vois ce que tu veux dire. Hmm. Après, voilà, j'essaie de pas non plus tomber dans la radicalité de toujours plus, toujours plus, toujours plus, tu vois? Hem, voilà, je pense que c'est quelque chose de très, très singulier et Hmm. que, il y a des livres qui peuvent nous aiguiller. Il y a des réponses qui sont universelles. Je crois énormément à la méditation, Ouais, à la spiritualité, non pas la religion, attention. Je crois beaucoup, beaucoup à tout ça pour atteindre ce niveau d'apaisement qui peut amener au bonheur, puisque ça permet aussi de changer un peu notre vision, notre, les émotions peut-être négatives que l'on peut ressentir, ce genre de choses. Après voilà, je pense que la définition, du bonheur qu'on a tous va évoluer, au fur et ouais. à mesure de nos expériences, de nos doutes, de nos échecs, tout ça donc Hmm. Ouais. à mon Et avis, ma réponse pourrait être bien différente d'ici 5 ans, quoi. bon, bah, on refera un épisode dans 5 ans. Bon, 5 ans, ça va peut-être un peu long, peut-être qu'on en refera un avant. Bien Et sûr. ok, super. Maintenant, bah, ta santé, de 1 à 10, tu la rends comment? Je dirais 9, 9. 8,5, 9. 8,5, 9 puisqu'en fait, je devais faire une prise de sang il y a 6 mois, j'ai jamais faite, juste pour faire un check-up global. Hmm. Donc ça, j'ai un peu le seum. J'aime bien faire ça tous les ans pour voir si, je vais bien ou pas. Mais sinon, mec, en vrai, je fais hyper attention à ça. Ouais, pareil. J'ai des compléments alimentaires, non pas pour le sport, mais vraiment pour la santé. Je fais du sport extrêmement régulièrement, je marche tous les jours, je médite beaucoup. Donc, en vrai, ça va. Franchement, mon corps va bien. Ok. Non, mais pareil, je suis devenu un accro. Enfin, j'ai peur parce que tu vois, ma meuf, elle doit dire putain, il commence à péter un câble, le max. Parce que mec, hier, je me suis acheté une balance, tu sais, mais c'est les super balances qui te disent ton taux de gras, ton taux de musculaire, ton taux d'eau, tu sais, je suis très friand de ce genre de truc. Ouais, Parce je que vois. plus tu connais ton corps, plus voilà, mais je suis d'accord avec toi, santé, c'est quand même No très no important. normalement, ces trucs, ça peut te donner également ton âge métabolique. Je sais pas si, tu as testé? Si, 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 si. Bah, si, bah justement, je crois que ça donne ça, ce truc, c'est incroyable. Mais Tu toi, je kiffe, tu vois. testé ou pas? Comment? Tu as testé ton âge métabolique du coup ou pas? Non, j'ai pas testé mon âge métabolique, OK. mais par contre, j'ai tout sur mon IMC, et cetera. À la fin, c'est tu une application, c'est connecté à la santé d'Apple, ça donne des graphes et tout, incroyable. OK, ouais. J'ai eu ça hier, je me suis pesé une fois ce matin. Genre, j'étais content. Ah, tu m'étonnes, hein. Donc, voilà. Et du coup, dernière question de notes que tu devras donner, c'est ta satisfaction financière actuelle, de 1 à 10. Bah, enfin, honnêtement, je manque de rien. Honnêtement, je manque de absolument rien. Je pourrais m'accorder des expériences, vraiment cool, ce genre de choses. Mais, mais j'ai des objectifs qui sont assez ambitieux, je pense, d'un point de vue financier. Et donc, bah, ma satisfaction, elle est forcément assez basse, quoi, à ce niveau-là. Donc, voilà, si je suis très honnête, bah, normalement, c'est 10 sur 10 en vrai. Ouais. Mais, voilà, au fond de moi, là, je suis à 3,5. Ouais. Je suis à 3,5, mec. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens où socialement on dirait 10, mais que toi en toi, c'est trois et Ouais, demi, c'est bien ça. sûr. Non, mais de toute façon, c'est des questions très personnelles de toute façon, hein. Mmh. De ouf, de ouf, de ouf. Mais c'est une bonne question, ouais. Intéressant. Ah bah, merci. Hem et bah, du coup, dernière question pour conclure véritablement ce podcast. Hem,
J'ai envie de te poser la question de quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer ou à ton toi d'avant qui te semble controversé, tu sais, une sorte de non-dit où on te dit putain, tout le monde dit ça en ce moment alors que c'est totalement faux. Euh, Quel conseil controversé t'aimerais donner à quelqu'un qui veut suivre ta carrière? Ma carrière. On croit que j'ai que bref. Ton parcours, si tu préfères. Mmh, peut-être que, qu'en fait la vie elle est simple. C'est-à-dire qu'il y a un truc vraiment que j'ai remarqué, c'est que, si tu as les bonnes méthodes, et si tu bosses et surtout si, si tu tiens le coup, Mm, heu, tu peux tout réussir. Et ça, c'est un truc de dingue, hein. C'est-à-dire que, il y a des phases de plateau comme ça où, croissance et pendant longtemps, enfin longtemps, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, stagnation, voire un peu de régression et après, tchac, tchac, tchac et la problématique, c'est que la plupart des personnes, bah, ils abandonnent lors de la phase de plateau. Donc ça, c'est problématique, donc ça, c'est au niveau de la constance. Les bonnes méthodes, c'est extrêmement important d'en avoir au initialement pour savoir exactement ce que l'on fait et savoir la direction que l'on prend. Moi, je pense que c'est initialement, quand on débute, faut pas se la jouer artiste. mm, On va pas refaire le prochain Picasso, quoi, tu vois? Initialement, il faut suivre des méthodes qui ont marché et ensuite, grâce à la créativité, grâce aux datas que l'on peut obtenir, itérer et construire notre propre méthode, notre propre façon de bâtir, des business. Mais initialement, vraiment se rattacher aux méthodes, se rattacher aux trucs qui ont déjà marché pour les autres. Et puis derrière, du travail. Parce que j'en connais trop qui en branlent pas une, quoi, et qui pensent que ça va marcher, en bossant 3, 4, 5 heures par jour. Alors qu'initialement, quand on débute notre propre activité, tu as intérêt à faire que ça, quoi. Alors forcément, on trouvera toujours le type qui a réussi à sortir, H24 dans son business, blablabla, tu vois? Mais honnêtement, moi, quand je regarde toutes les personnes qui sont vraiment successful autour de moi, c'est des types qui se sont lancés à 17 ans, 16, 17 ans, tu vois? Qui, étaient des cas sociaux, au collège, au lycée, et qui faisaient que bosser, 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 bosser. Ils faisaient que ça, que ça, que ça, que ça. Et aujourd'hui, les types, ils ont mon âge et bon, c'est pas un truc qui, je fantasme pas du tout dessus, tu vois? Mais ils sont tous à Dubaï. D'ailleurs, Dubaï ne m'intéresse pas en tant que tel et ils sont tous multimillionnaires. Mais quand j'ai multimillionnaire, c'est 10 à 20 millions, tu vois? Donc ouais, 3 choses, à mon avis, tu as ça, tu réussis forcément, c'est les bonnes méthodes, beaucoup de travail et surtout, de la constance et accepter qu'il y a des phases et accepter la phase dans laquelle on se trouve. mm. Après, une fois qu'on accepte la phase dans laquelle on se trouve, après ce qui est hyper intéressant, c'est de regarder, comment optimiser. Moi, quand je suis sur une phase de plateau, j'essaye de comprendre pourquoi. Parce que la phase de plateau, c'est pas, le bon Dieu qui a dit: «OK, tu es dans une phase de plateau, maintenant tu y restes». C'est que forcément, tu as des endroits dans ton tunnel qui bloquent. Et donc à partir du moment où tu comprends pourquoi et où est-ce que ça bloque, tu itères et tu charbonnes comme un bourrin sur cette problématique-là Mm. et ça va remonter, tu vois? Donc voilà, tout dépend de ta capacité à itérer, à analyser les datas et en fonction de ça, tu vas pouvoir avoir une phase de plateau qui est, plus ou moins longue. Donc voilà. Ouais, super, Luc. Écoute, je te remercie. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui veulent suivre ton parcours et voir ce que tu fais? YouTube, YouTube, je fais des vidéos qui sont assez pertinentes en vrai, pour les personnes qui veulent, vraiment, apprendre à, savoir comment lancer les activités vraiment au sein du Web3. Instagram, TikTok, c'est plus des vidéos pour catcher un peu l'attention et tout, mais vraiment pour du contenu pertinent, ça va être, beaucoup de YouTube, NFT Luc du coup directement et puis après mon canal Telegram, pourquoi pas, principalement. Voilà. Super. Bah écoute, merci Luc. Et ben on se dit à une prochaine. À une prochaine. Ça roule mec, avec plaisir. Allez, salut. Ciao.